Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Transform BTP. Nous allons parler de l'EPS, le programme d'EPS sur la voie professionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des nouveautés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler de ces nouveautés et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de partager cela avec un inspecteur de l'éducation nationale et notamment Monsieur Kevin Chevalier. Et pour la petite histoire aujourd'hui, malheureusement, il est tombé en panne avec son scooter, il faut le dire. Donc il est à distance parmi nous, mais il nous entend et il va intervenir comme s'il était à côté de nous. Voilà. Donc comment ça va fonctionner? C'est simple, nous allons vous présenter les nouveautés avec Monsieur Chevalier, à qui je vais donner la parole immédiatement. Et puis ça va durer à peu près 40-45 minutes. Et puis après, vous avez le loisir de poser des questions et je reviendrai dessus parce que moi je vois les questions qui apparaissent sur mon écran. Nous revenons sur les questions, sur les questions que vous avez posées avec Monsieur Chevalier. Voilà, Monsieur Chevalier, je vais vous laisser la main et puis nous pourrons également intervenir à tout moment tous les deux. Voilà, bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Monsieur Arnaud, pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Donc, Kevin Chevalier, je me présente, je suis IAIPR d'EPS dans l'Académie de Paris et je suis ravi d'être avec vous pour cette petite formation ou information concernant les nouveautés, les programmes EPS de la voie professionnelle. Alors, donc on va attaquer tout de suite. Le sommaire de la présentation. Je vais aborder un certain nombre de rappels et le calendrier de l'organisation de l'EPS aujourd'hui, les programmes d'EPS qui ont été modifiés il y a peu de temps. On abordera la certification, même si nous sommes encore en attente des référentiels par champ d'apprentissage, mais on rentrera dans le détail tout à l'heure. Nous aborderons également l'importance du projet pédagogique d'EPS. Et je vous divulguerai une petite information si vous n'êtes pas au courant concernant le sauvetage, et ça concerne plutôt les futurs collègues dans le cadre du recrutement des CFA. Voilà. Donc on enchaîne. Alors, la première partie, je voudrais qu'on aborde avec vous un certain nombre de rappels concernant le calendrier, l'organisation de l'EPS, pour que tout soit bien clair pour tout le monde dans le déroulé dans ce que vous avez à mettre en place dans vos établissements. Donc, alors, Monsieur Arnaud, si vous voulez, merci beaucoup. Donc, quelques rappels. Le calendrier, donc, nous sommes dans l'année 2019-2020. Pour tous les élèves de seconde bac pro et de première année de CAP, les nouveaux programmes s'appliquent cette année. Donc pour les programmes de la voie professionnelle en EPS, ce sont les textes qui sont parus en mois d'avril. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais pour l'instant, l'évolution va se faire petit à petit. C'est-à-dire que là, on fait une introduction des programmes pour la seconde bac pro pour le CAP première année. En 2020-2021, donc l'année prochaine, les nouveaux programmes vont s'appliquer cette fois-ci pour la première bac pro et la deuxième année de CAP. Donc à partir de l'année prochaine, les CAP seront complètement dans le moule des nouveaux textes. Et le bac pro, il faudra attendre l'année 2021 pour que les terminales, donc c'est l'ensemble de la cohorte finalement qui rentre en seconde, qui va suivre l'évolution des programmes. Et c'est seulement en 2021-2022 que les programmes s'appliqueront totalement finalement à l'ensemble du bac pro. Donc il y a vraiment une progression dans la mise en place des programmes. Donc soyez attentifs. Par exemple, les programmes ne s'appliquent pas cette année aux deuxième année de CAP ni aux premières années de bac pro. Voilà, c'est tout simplement l'intérêt de cette diapositive. Donc sur la diapositive suivante, j'évoque avec vous le rappel concernant la certification. Là aussi, il faut faire bien attention de ne pas se mélanger les pinceaux entre guillemets, puisqu'en 2019-2020, la certification reste identique à ce qui s'est fait depuis quelques années. Donc, on reste vraiment sur les référentiels que vous avez l'habitude de mettre en place. Il n'y a pas de changement. Je réinsiste vraiment là-dessus. Il n'y a pas de changement en 2020. Les changements vont arriver en 2021, donc l'année prochaine, et ça ne concernera que la certification du CAP, puisque la certification du bac pro ne viendra qu'en 2022. Voilà, là aussi, c'est pour pouvoir suivre la cohorte petit à petit. Et c'est normal, on va former les élèves sur les nouveaux programmes
en 2020, on va les certifier en 2021 et on certifiera au bac pro, puisqu'il faut 3 ans pour terminer sa scolarité en bac pro. Il faudra attendre 2022 pour la certification du bac pro. Voilà, tout ça, ça s'entend et c'est plutôt logique. Vous avez bien fait d'insister là-dessus parce que c'est très important ça. Donc, voilà, je voulais vraiment que vous ayez le calendrier en tête, donc avec les dates bien précises, et j'ai souligné tout ce qui était important à retenir. Voilà. Parfait. Alors, sur la diapositive suivante, donc là, ça concerne l'option ponctuelle. Je ne sais pas si tout le monde est concerné. Il y a très peu de CFA maintenant et très peu de jeunes qui sont ponctuels maintenant. Très peu. S'il y en a quelques-uns, sachez que le calendrier, il suit la logique suivante, c'est qu'il y a encore des possibilités en 2020, en 2021, et après les options seront annulées. Il n'y aura plus d'options qui seront évaluables. Voilà, tout simplement. Donc, il faut en profiter encore une année ou deux pour les élèves qui peuvent en bénéficier. Pour la certification ponctuelle, donc nous avions jusqu'à présent un couple d'épreuves. À partir de 2020-21, il y aura une épreuve en CAP et 2 épreuves en bac pro. Et pour l'année 2022, une épreuve. Donc, on restera sur le même principe en 2022, une épreuve en CAP et 2 épreuves en bac pro. Donc, il y a ça. Excusez-moi, Monsieur Chevalier, l'épreuve en CAP en 2020-2021, elle sera, enfin, les apprentis auront un choix parmi 2-3, comme c'était le. Il y aura une liste, voilà. La liste n'est pas encore établie, mais il y aura une liste qui sera établie. Il y aura un choix à effectuer en début d'année à l'inscription pour le CAP, tout simplement. Voilà. Très peu de changements finalement, sauf qu'avant on avait un couple d'épreuves. C'est ça. Maintenant on a une seule épreuve en CAP. Et 2 épreuves distinctes qui vont être au choix pour les candidats. Les épreuves resteront les mêmes, c'est-à-dire 3x500, badminton, tennis de table essentiellement, et puis. De la sortie des textes, je ne pense pas qu'il y aura de grandes modifications, mais là-dessus, je n'ai pas de certitude. D'accord, ça marche. Voilà. Alors, donc du coup, en fait, cette diapositive, c'est la synthèse de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc, c'est simplement pour avoir une vision synthétique des programmes. Je vous le reprécise. Vous avez la première ligne qui concerne la mise en place de l'enseignement de l'EPS. Donc, c'est seulement en bac pro en seconde, en première année de CAP. L'année suivante pour la première année de bac pro, etc., etc. Donc, c'est des diapositives que j'ai déjà commentées. Mais si vous voulez, ça vous permet d'avoir une vision synthétique de l'ensemble du calendrier à respecter, à la fois pour le programme, pour la certification et pour les options dans vos établissements. Voilà, tout simplement. D'accord. On peut passer à la diapositive suivante. Sur l'horaire. Alors, concernant les horaires, c'est vrai que c'est toujours un peu problématique. Je sais que c'est quelque chose qui est pas forcément évident à mettre en place dans vos établissements. Mais il ne faut pas que l'EPS devienne le parent pauvre du programme et de l'enseignement général qui est mené dans les établissements. Il y a un texte qui régit le volume horaire, c'est la circulaire du numéro 73-175 du 27 mars 73 qui précise que l'éducation physique et sportive est assurée pendant un horaire annuel égal au minimum au 10e de l'horaire annuel global. Alors ça veut dire quoi? Tout simplement que, et je vous ai mis un exemple pour le bac pro, mais ça pourrait très bien être un exemple en CAP, si on a un volume horaire de 2000 heures de formation sur les 3 ans. C'est un exemple pour tous les enseignements. 2000 heures, ça représente, si on prend 10% de ces 2000 heures, ça représente 200 heures qui doivent être effectuées en EPS. Ça, c'est le texte de 73. Donc, c'est ce qui doit être respecté. Donc, ces 200 heures peuvent être réparties sur un bac pro avec, par exemple, si on prend une alternance une fois toutes les 2 semaines, on peut très bien avoir 3 heures en seconde, 4 heures en première, 4 heures en terminale, ce qui représente 198 heures. Et là, on arrive sur un volume qui est satisfaisant et qui répond au texte de 73. D'accord. Alors voilà, je sais qu'en CAP c'est parfois plus compliqué où il y a des alternances qui sont pas forcément sur 2 semaines mais sur des périodes plus courtes. L'idée c'est de respecter au maximum ces 10%. Après il y a une tolérance qui peut être effectuée dans le sens où si on a du mal à respecter ces 10%, en tout état de cause, l'éducation nationale ne pourrait pas habiliter
un CCF si on n'a pas au minimum 36 heures de pratique effective par an dans le cadre d'un CAP. Donc, je sais que parfois c'est difficile pour vous, mais il faut vraiment que vous ayez les moyens, que vous arriviez à trouver les installations, les créneaux pour essayer d'obtenir 36 heures de pratique effective, c'est-à-dire qu'il faut 72 heures sur un CAP. 72 heures sur les 2 ans. Voilà, c'est sur les 2 ans. Et pour un bac professionnel, je sais que vous êtes moins concerné, mais à titre d'information, c'est 53 heures par an, c'est-à-dire 159 heures sur le cursus bac professionnel. Voilà. Très bien. Alors, on va aborder le chapitre du programme EPS de la voie pro, donc qui est sorti au mois d'avril dernier. Donc, ce programme, alors, on va essayer de le décortiquer parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont importantes, qui modifient ce qui a déjà été mis en place et qui permettent d'insister sur d'autres points qui sont saillants. Déjà, dans le préambule du programme, on insiste bien sur 2 choses. On sait que c'est dans les CFA et dans la voie professionnelle d'une manière générale, les élèves ont souvent des difficultés à acquérir un certain nombre de compétences. Donc, l'objectif de l'EPS, ça va être vraiment 2 choses. À travers le programme, à travers ce que vous allez faire dans vos pratiques au quotidien avec vos élèves, l'idée, c'est 2 choses. Les préparer à l'insertion professionnelle, c'est-à-dire leur permettre d'acquérir un certain nombre de compétences, leur donner un bagage de compétences qui permet de rentrer dans la vie active en étant bien armé, en connaissant bien son corps, en connaissant les principes de santé, de sécurité pour soi. Voilà, c'est les former pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie professionnelle tout en ayant la connaissance du fonctionnement de ce qu'ils peuvent faire en éducation physique et sportive. Et ça permet également la poursuite d'études, c'est-à-dire qu'il faut leur permettre aussi, derrière, d'être armés et de pouvoir continuer les études et de persévérer aussi dans l'éducation physique et sportive. Donc il y a vraiment une distinction c'est une distinction, mais ça permet vraiment de répondre aux 2 besoins. On a des élèves qui vont avoir besoin de rentrer très vite dans la vie active, donc il faut très vite les former pour qu'ils puissent être armés à l'extérieur, ou alors des élèves qui vont vouloir poursuivre leurs études par la suite. Donc, il faut aussi pouvoir leur donner un certain nombre de compétences pour qu'ils puissent poursuivre leurs études correctement. Le préambule stipule aussi que l'EPS doit contribuer à former des futurs adultes. Il faut, là encore, leur donner les outils, les compétences pour être des gens qui soient responsables. Il faut également que l'EPS les forme à être de futurs professionnels. Comme l'idée, c'est de pouvoir les insérer professionnellement pour certains assez rapidement. L'idée, ça va être de les former pour qu'ils soient armés. Et l'idée également, c'est que l'EPS doit pouvoir contribuer à former de futurs citoyens qui soient lucides, cultivés et solidaires. L'idée de la solidarité, elle vient finalement vous savez, on est rentré dans une période depuis quelques années où on subit quelques attentats et cette idée de citoyens lucides, cultivés, mais qui est également solidaires les uns des autres, c'est important que l'EPS y contribue aussi en travaillant cette solidarité les uns avec les autres. Pour les enseignants, le programme a 2 intérêts. Le premier intérêt, il est indéniable et il est plutôt riche de sens, c'est que ça va permettre une forme de liberté pédagogique. Il est très très ouvert, contrairement à l'ancien texte qui avait peut-être tendance à enfermer dans certaines pratiques d'activité physique et sportive. Là, vous avez la possibilité d'avoir une grande liberté pédagogique, même si elle est cadrée d'une certaine manière. Ça permet vous allez voir que ça permet de répondre aux attentes des élèves. Et ça donne à la fois, comme on a une liberté pédagogique, ça donne aussi une forme de responsabilité vis-à-vis des compétences qu'il va falloir faire acquérir aux élèves. Donc finalement, si on regarde le petit tableau à droite, l'EPS va contribuer à développer une culture de l'activité physique qui doit être régulière et durable. C'est une éducation à la santé qu'il faut construire. C'est important parce qu'on l'a vu juste avant, les élèves vont pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle, il faut qu'ils aient des habitudes de santé. L'EPS propose différentes formes scolaires d'APSA, donc ça va rester un support, c'est des choses qui existaient déjà juste dans les textes précédents. Et elle contribue également à l'acceptation des différences et à la lutte contre les stéréotypes sociaux. Donc c'est important, à travers l'EPS, à travers les APSA, de travailler aussi sur
sur un certain nombre d'acceptation des uns des autres, sur la mixité, sur la lutte des stéréotypes. Et ça, c'est vraiment important aussi. L'EPS doit jouer son rôle également là-dedans. Alors, sur la diapositive suivante, on aborde la finalité et les objectifs. Donc, la finalité, l'EPS doit viser, on en a un petit peu parlé juste avant, à former par la pratique physique et sportive, artistique, un citoyen qui doit être épanoui, cultivé, capable de faire des choix éclairés. Cette idée de choix, elle est extrêmement importante parce que c'est en travaillant sur cette finalité de choix, on va permettre aux apprentis de pouvoir faire des choix éclairés dans leur vie professionnelle. Si on leur donne des habitudes à travers l'EPS, de faire des choix de rôle à endosser, de choix de techniques, de stratégies à mettre en place, les apprentis sur ces choix, et ben ça peut leur donner un certain nombre de bagages et ça va leur permettre, dans leur vie professionnelle, dans la vie active, de faire des choix qui soient lucides et qui soient éclairés. Si je poursuis la finalité, les choix doivent être responsables pour s'engager de façon régulière et autonome et pérenne, ça on l'a vu juste avant, dans un mode de vie actif et solidaire. Je vous ai justifié l'idée de pourquoi ce mot solidaire apparaît aussi dans cette finalité. C'est pour recréer une cohésion sociale, un lien social entre les individus et permettre à chacun de pouvoir s'entraîner. Donc cette finalité, elle va se décliner en 5 objectifs. Ces 5 objectifs n'ont pas été choisis au hasard. Ils reprennent finalement, et c'est ce que vous voyez en jaune, ils reprennent finalement les 5 domaines du socle commun de compétences et de culture. Et de connaissances, pardon, ça permet de faire le lien finalement avec ce qui s'est fait en amont au collège. Donc tout simplement pour permettre de raccrocher peut-être des compétences qui n'auraient pas été suffisamment développées au collège, le lycée professionnel donne la possibilité de pérenniser ce qui a été fait ou de développer ce qui n'aura pas été suffisamment acquis au collège. Donc il y a une forme de continuité avec ce qui s'est fait au collège à travers le socle commun. Et donc, la voie professionnelle insiste aussi sur ces 5 objectifs. Donc, il n'y a pas de hiérarchie dans les objectifs. Il faut simplement, à chaque fois qu'une séquence doit être mise en place, il faut garder en tête l'idée qu'il faut travailler ces 5 objectifs pour, encore une fois, atteindre cette finalité qu'on a pu détailler juste avant. Voilà. Alors, sur la diapositive suivante, on évoque les champs d'apprentissage. Donc là, c'est une nouveauté qui avant, on parlait de compétences propres, de compétences méthodologiques et sociales. Aujourd'hui, finalement, on va évoquer les champs d'apprentissage. Ces champs d'apprentissage vont permettre d'atteindre les 5 objectifs qui ont été cités précédemment. Et les élèves vont pouvoir se construire les compétences qui sont attendues à travers ces champs d'apprentissage. Donc, ce sont des champs qui délimitent finalement un contexte de pratique dans lesquels les élèves vont pouvoir apprendre. Et finalement, un champ d'apprentissage va reprendre les traits saillants d'une activité. C'est-à-dire que le champ d'apprentissage numéro 1, c'est une chose qui existait à travers les compétences propres. Il y a peu de changements, mais ça englobe à la fois l'aspect moteur, l'aspect méthodologique et l'aspect social. On y reviendra tout à l'heure. Le champ d'apprentissage numéro 1, c'est donc réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée. C'est par exemple l'athlétisme, la natation. Le champ d'apprentissage numéro 2, c'est adapter son déplacement à des environnements variés ou incertains. Ça peut être des activités de pleine nature, le VTT, l'escalade, la course d'orientation. Le champ 3, ça va être des activités de type gymnastique, sport, danse. Le champ 4, c'est les activités d'affrontement collectif ou interindividuel comme le tennis de table, le badminton ou alors les sports collectifs comme le basket, le foot. Et le champ 5, c'est réaliser orientation d'activité physique pour développer ses ressources et pouvoir s'entretenir. Ça peut être le step, la musculation ou le cross-training par exemple. Voilà. Alors, sur la diapositive suivante, on évoque la nouveauté, ce sont les attendus de fin de lycée pro. Là, le législateur a voulu reprendre finalement la nomenclature qui existait dans le lycée général et technologique pour qu'il y ait une cohésion dans la lecture.
sauf que ça a été décliné non pas en 3 AFL, mais en 6 AFLP. Et je vais vous détailler les AFLP. Alors, juste en termes de, voilà, pour bien comprendre ce que sont les AFLP, finalement, les AFLP, ce sont les compétences qui vont être traduites en AFLP dans chacun des champs d'apprentissage. C'est-à-dire dans chaque champ d'apprentissage qu'on a évoqué tout à l'heure, le champ 1, le champ 2, 3, 4 et 5, les compétences vont être déclinées en AFLP. Les AFLP, c'est vraiment ce qui est attendu à la fin du lycée pro. On ne peut pas être plus clair dans la terminologie. L'idée, c'est vraiment de travailler sur des compétences au fil de l'eau, au fil du temps, au fil du cursus, pour qu'à la fin du cursus, l'élève ait atteint des compétences dans tous les champs d'apprentissage. Donc, tous les AFLP doivent être enseignés dans un cursus. On peut pas, il n'y a pas de sélection. Il y en a 6. Les 6 doivent être abordés. Il y a une distinction entre les AFLP de CAP et les AFLP de Bac Pro. Il y a bien une distinction entre les deux. Il n'y a pas le législateur n'a pas considéré qu'il y en avait un qui était plus fort que l'autre ou c'est vraiment distinct. Les choses ont été faites en fonction du public, ont été réfléchies en fonction des caractéristiques des élèves globalement en CAP et en bac professionnel. Donc ça doit être vraiment pris, voilà, si vous êtes en CAP, on ne peut pas mélanger, il n'y a pas de mélange possible. J'ai mis en jaune l'idée que le projet pédagogique doit détailler ces AFLP dans les APSA qui sont retenus dans le parcours de formation. C'est-à-dire que dans votre projet pédagogique, chaque AFLP, les AFLP sont détaillés en termes de champ d'apprentissage. Donc le champ d'apprentissage, si on prend le champ d'apprentissage numéro 1, si on prend de l'athlétisme, il faut que dans votre projet pédagogique, si vous avez choisi de faire de l'athlétisme en faisant, je ne sais pas, un 800 mètres, une épreuve de 800 mètres, il faut que vos AFLP, dans votre projet pédagogique, vous arriviez à détailler ce que sont les AFLP pour le 800 mètres. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une déclinaison des AFLP du champ dans l'activité que vous avez retenue. C'est en cela que les enseignants vont redevenir des concepteurs et ne vont pas appliquer quelque chose qui va être très descendant. Là, les collègues vont pouvoir finalement adapter les contenus au profil d'élèves qu'ils vont avoir devant eux. Donc les AFLP, encore une fois, j'insiste, doivent être adaptés à l'APSA qui va être programmée. Sachant qu'en CAP, excusez-moi, sachant que les 2 premières sont obligatoires. Voilà. Alors je crois qu'il y a une diapositive juste après. On va y revenir alors. Ouais, je crois qu'on y revient. Alors, le choix des 4 AFLP par séquence est un minimum pour pouvoir travailler. Et les 2 AFLP, voilà, c'est marqué ici, les 2 AFLP sont incontournables puisque les 2 premiers, si on regarde dans le détail, le premier est plutôt un aspect moteur, le deuxième est plutôt un aspect technique. Donc, c'est l'aspect de la motricité, si vous voulez. Les 2 premiers AFLP concernent la motricité de l'élève. Donc, c'est fondamentalement, à chaque fois qu'on fait un cours de PS, il y a de la motricité, il y a de la technique à mettre en place. Donc, les 2 premiers AFLP sont incontournables, quelle que soit l'activité qui va être pratiquée. Après, les 4 autres, c'est des AFLP qui renvoient plutôt à ce qu'on appelait avant les compétences méthodologiques et les compétences sociales. Là, ça a été travaillé de façon à ce que les collègues puissent choisir parmi les 4 autres, puissent en choisir au moins 2 pour qu'à chaque fois qu'ils commencent une séquence, ils travaillent au moins sur les 2 premiers plus 2 autres au choix. Donc ça sous-entend que si on fait une programmation en athlétisme en première année de CAP, on fait du 800 mètres. En terminale, on décide de faire une épreuve plutôt de 100 mètres. On est dans le même champ d'apprentissage. On va peut-être travailler les AFLP 1 et 2, 3, 4 sur le 800 mètres. Et peut-être que l'année d'après, on fera les AFLP 1, 2 et 5, 6. Ça permet finalement à l'élève de travailler sur les 6 AFLP sur l'ensemble de son cursus et c'est ce qui est demandé. Voilà. Les APSA et les modalités de pratique. Donc là, les APSA, ça reste des supports d'enseignement. Là-dessus, il n'y a pas de changement par rapport à ce qui se faisait avant. Il faut juste que les formateurs EPS en CFA s'organisent pour que
ces APSA soient traités de manière à pouvoir atteindre des AFLP. Donc, il va falloir à un moment donné travailler sur ces AFLP pour savoir comment on les travaille, comment on permet à nos élèves de les atteindre au fil du temps, au fil des séquences. Il faut que ce soit présenté sous des formes scolaires adaptées. On ne va pas faire du rugby à 15 ou du foot à 11. Il faut que ce soit adapté au public qu'on a. Donc là, justement, ce qui est plutôt original dans ce texte, c'est qu'on peut adapter vraiment très localement à nos élèves, au public qu'on a, aux caractéristiques des élèves, au nombre d'élèves qu'on a dans les classes. Donc là, ça permet une certaine variété des pratiques. Il n'y a pas de liste imposée. L'initiative doit venir des équipes, justement. Le législateur a considéré qu'il fallait laisser l'opportunité aux équipes, ou en tout cas aux formateurs EPS en CFA, de pouvoir avoir une APSA qui rentre en lien avec les représentations ou les envies ou les motivations des élèves. Donc c'est pour ça qu'ensuite, vous avez une question peut-être. Non, je voulais dire, donc pas de contrainte pour les formateurs EPS, c'est-à-dire ils peuvent choisir ce qu'ils veulent comme APSA. Alors, ceux qui veulent, à condition que ça rentre dans le cadre du champ d'apprentissage. Il faut bien que ça soit lié au trait saillant du champ d'apprentissage. On ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Il faut que ça reste quand même dans la définition du champ d'apprentissage. D'accord. Alors, les modalités de pratique, c'est un moyen d'entrer dans le champ d'apprentissage. Ça va permettre de répondre à la diversité des élèves. Donc, ce choix de modalité de pratique, donc la modalité, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, il faut que ça respecte finalement l'intention principale du CA. Si on est sur le champ 1, champ d'apprentissage 1, il faut qu'il y ait une performance mesurée, chronométrée à un moment donné. On va pas faire de la course en champ 1 pour courir une demi-heure, 3/4 d'heure, pour faire un marathon. Enfin, il y a l'idée de performance derrière. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au sein d'une même classe, pardon, on peut tout à fait travailler sur des modalités de pratique différentes. C'est-à-dire que dans une classe, on a 20 élèves, il y en a 12 qui sont intéressés par l'idée de performance, de vitesse. On pourrait très bien trouver une modalité particulière pour un groupe qui est intéressé par la compétition. On pourrait très bien envisager une course de demi-fond sous forme de peloton. Un groupe qui serait plus intéressé par un travail d'équipe, on pourrait travailler sur une modalité où les élèves pourraient courir les uns après les autres avec des systèmes de zones où chacun prend le relais. On peut tout à fait envisager des modalités qui peuvent être différentes à partir du moment où on reste bien dans l'intention principale du champ d'apprentissage. Donc ça, c'est une nouveauté qui peut être pertinente vis-à-vis des caractéristiques des élèves que vous avez dans les CFA. Donc finalement, alors juste si vous pouvez revenir en arrière et pour commenter le fait de proposer de la diversité, ça doit permettre finalement à vos élèves de garder la motivation, c'est souvent ce qui peut pêcher, et ça permet finalement de retrouver un engagement dans la pratique et retrouver finalement aussi du plaisir dans la pratique. Donc ça c'est important de le signaler, c'est que ces modalités de pratique-là permettent finalement d'obtenir de l'engagement, de la motivation. Et si on arrive à trouver l'engagement, on peut imaginer que derrière, ça peut être réinvestissable durablement pour la vie des futurs adultes. Voilà. Merci d'être revenu. Alors, sur les évaluations, finalement, il faut bien distinguer. Là, je parle pas d'évaluation certificative. Je parle d'évaluation au fil de l'eau, d'évaluation des compétences. L'évaluation, il faut vraiment que ça devienne maintenant dans la manière de faire. La manière de fonctionner des formateurs EPS, il faut vraiment que ça devienne un outil de formation parce que ça permet finalement de caractériser, de renseigner, d'informer finalement l'élève sur les degrés d'acquisition des compétences. Ça signifie que quand vous allez travailler sur un AFLP, il va falloir le décliner en degrés d'acquisition, premier degré, deuxième, troisième et quatrième degré. Et ça permettra de renseigner l'élève sur où est-ce qu'il en est dans ses étapes de formation. Est-ce qu'il est plutôt en degré 1, en degré 2, en degré 3? Et ça sous-entend que finalement, il faut travailler sur la durée
et bien renseigner l'élève au fur et à mesure. On peut pas se contenter de donner des volants de badminton et puis d'organiser des matchs. Il faut que derrière, l'élève puisse savoir qu'est-ce qu'il a appris aujourd'hui et comment il fait pour passer à l'étape suivante. Et ça change peut-être aussi le fonctionnement de certains collègues. Les temps d'apprentissage, ça sous-entend si on est sur une formation et qu'on veut réellement qu'il y ait des transformations motrices et des transformations durables, il faut envisager les apprentissages sur des temps qui soient assez longs. Alors assez longs, voilà, là, c'est à vous de savoir où vous mettrez le seuil en fonction de vos possibilités. Mais disons que les cycles ne peuvent pas être trop courts, sinon vous risquez de pas pouvoir aller au bout des 6 AFLP. Et l'idée, c'est de valider les AFLP comme on évoque maintenant les champs d'apprentissage. L'idée, c'est dans le cursus de pourquoi pas essayer de valider une première partie de la première année de CAP, de valider un certain nombre de compétences en badminton. Et peut-être qu'on pourrait envisager en terminale CAP de vérifier que les compétences soient validées ou soient construites à travers le tennis de table. En changeant l'APSA dans un même cursus, à partir du moment où on est dans le même champ, ça permettrait de voir s'il y a eu une réelle construction des compétences. Voilà. Après, c'est un choix d'équipe. On peut aussi travailler sur le badminton une première année, une deuxième année. Mais voilà, l'idée quand les textes ont été conçus, c'était de vérifier, d'aborder les champs d'apprentissage, les compétences dans une APSA et de les vérifier dans une autre APSA, tout simplement. Alors pour les mises en œuvre, le choix des équipes, le choix des APSA se fait évidemment par les équipes. Attention, il y a un certain nombre de contraintes programmatiques qui vous obligent à, en CAP, travailler au moins sur 3 champs d'apprentissage. On ne peut pas en faire que 2. Il faut envisager sur le cursus de voir au moins 3 champs. Sur les 2 ans. Sur les 2 années, voilà. Et le champ d'apprentissage 5 doit être abordé au moins une fois, puisque c'est un champ qui est nouveau au lycée. C'est des choses qui n'ont pas été abordées en collège. Donc c'est important pour pouvoir armer, j'en ai parlé dans mon introduction, et permettre finalement l'insertion professionnelle et l'engagement dans une vie, maintenir sa bonne santé tout au long de sa vie. C'est important d'aborder le champ 5 au moins une fois en CAP. Pour ce qui est du bac pro, on essaie d'aborder les 5 champs puisque c'est sur 3 ans. Si c'est pas possible, c'est 4 minimum. On peut pas en faire 3, c'est 4 minimum. Le champ 5, puisqu'il y a 3 années, il doit être abordé au moins 2 fois. Là aussi, pour les mêmes raisons, c'est quelque chose de nouveau, donc on essaie d'aller encore plus loin dans la formation sur le champ 5. Et il y a une contrainte temporelle, comme c'est quelque chose que le législateur souhaite vraiment ancrer dans les pratiques vis-à-vis de ce public, c'est minimum 20 heures de pratique sur les 2 fois. Voilà. Donc si je comprends bien, la CA5, le champ d'apprentissage 5 est obligatoire de toute façon. Voilà. Quoi qu'il arrive, il faut l'aborder. Il faut l'aborder. C'est quelque chose de nouveau. Les élèves, c'est quelque chose qui est souvent pratiqué à l'extérieur, la musculation, le fitness ou l'aérobic, le step. C'est des choses qui doivent être. On peut pas se permettre de laisser partir des apprentis ou des futurs adultes dans la nature sans les avoir armés et les avoir rendus plus compétents dans ce domaine-là. Alors j'ai peut-être une question j'ai une question à vous poser quand même à propos de cela. Ce sera peut-être posé par les collègues plus tard, mais est-ce qu'il est possible de faire ou d'aborder la CA5 sans matériel? Notamment, vous parliez de la musculation, sans salle de musculation. Alors oui, c'est possible, hein, c'est possible. C'est pas l'idéal mais c'est possible. Oui, on peut envisager des formes de pratique. Étant donné qu'il n'y a plus de liste d'APSA, il n'y aura pas, si vous voulez, d'imposition, de charge, Voilà, c'est ça la raison. Voilà, c'est pour ça que je vous posais la question. Voilà. Non, là-dessus, vous êtes libre de pouvoir le faire. D'accord. Alors, sur les mises en œuvre, donc là, je vais survoler assez rapidement parce que c'est des choses qui existaient avant. Les inaptitudes, évidemment, ça reste le même principe, c'est que un élève, de fait, reste apte partiellement.
On essaye donc, quoi qu'il arrive, de le maintenir en cours et d'utiliser, si possible, le certificat médical type que vous connaissez, qui permet finalement aux médecins de décrire quelles sont les choses que peuvent ou ne peuvent pas faire les apprentis en cours avec vous. Donc, c'est vraiment important puisqu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire sur le plan moteur, qu'on peut adapter. Il y a des choses qu'on peut faire sur le plan méthodologique, il y a des choses qu'on doit faire aussi sur le plan social. Donc, il faut surtout pas exclure des élèves ou les dispenser de cours parce qu'ils ont un certificat médical. Les élèves doivent être présents et même si c'est un certificat de longue durée, il doit y avoir des adaptations possibles. Et s'il n'y a rien de marqué, c'est-à-dire que si nous avons une inaptitude totale et définitive pour les 2 ans. Ah là, pour le coup, si c'est total, là vous pouvez, voilà. Mais il faut que ce soit du coup, si vous utilisez les certificats médical type, c'est ce qui va permettre finalement aux collègues de se couvrir entre guillemets. Si le médecin précise que c'est partiel, il faut une adaptation. Si le médecin dit que c'est total, là, il faut préserver la santé de nos apprentis et dans ce cas-là, on ne prend pas de risque. Voilà, mais c'est toujours dans l'intérêt de l'élève. Il faut rechercher l'intérêt de l'élève dans ce certificat médical. Et ne pas se contenter d'un certificat médical qui dit dispenser 20 jours. Là, peut-être qu'on peut essayer de renvoyer l'apprenti au médecin et lui demander des explications. C'est toujours un peu délicat, hein, ça je vous le concède, mais dans la démarche, c'est des habitudes à prendre finalement. D'accord. L'organisation singulière, c'est simplement pour dire que dans certaines APSA, je sais que c'est pas forcément évident en fonction des contextes, des lieux géographiques, d'avoir des activités physiques de pleine nature ou des activités aquatiques. C'est pour ça que le législateur, dans le programme, a prévu de dire qu'on peut organiser des stages massés pour permettre quand même aux élèves d'avoir à un moment donné un peu de course d'orientation, un peu d'escalade, du VTT sous forme de stage, et pareil pour la natation. Trouver un moment, peut-être en une semaine, un stage où on va tous les matins à la piscine, c'est peut-être parfois plus simple à organiser que d'avoir un rythme plus classique sur une séquence de 8 séances, par exemple, de 10-12 séances. Voilà, ça vous permet finalement d'abord de dire, dans le projet pédagogique, le champ d'apprentissage numéro 2 est travaillé dans l'établissement, mais sous forme massée. C'est possible. Alors ensuite, du coup, il y a quand même un encart sur la liaison avec la PSE, la prévention santé environnement. Je me suis planté là. Hop, voilà, excusez-moi. Du coup, voilà, comme il y a pas mal de choses qui sont vraiment communes avec la PSE, il y a eu la volonté de mettre ce petit encart dans les programmes pour permettre aux enseignants de travailler un petit peu sur les mêmes notions, les mêmes données, les mêmes compétences à un moment ou à un autre, et de faire le lien avec les collègues de PSE. Et pour le coup, je vais peut-être laisser la parole à Monsieur Ernaud sur cet aspect des choses. Pour, commenter. Ouais, voilà, juste un petit commentaire à propos de l'activité physique et sportive au service qu'on appelait au développement durable de l'individu. Alors, pourquoi on parle de développement durable de l'individu? Parce qu'on s'est aperçu, et notamment au cours du séminaire sur les rencontres pédagogiques éducatives dont le thème était bien dans ta peau, bien dans ton poste, on s'est aperçu que l'activité physique du jeune, de l'apprenti, est au cœur du débat. Et on s'est aperçu que faire le lien entre l'activité physique professionnelle et une pratique physique était assez complexe. Mais c'était facile de faire le lien entre la santé et la performance professionnelle. C'est pour ça que il ne faut pas compromettre à long terme les capacités de l'apprenti et pas d'élèves comme vous le dites, parce que nous avons bien affaire à des apprentis, c'est-à-dire que ils sont sur le chantier 2 semaines sur 3. Donc les capacités de l'apprenti à répondre à une pleine santé en protégeant son intégrité physique, c'est ce qu'on appelait le développement durable de l'apprenti. Et c'est pour ça que on essaye, en tout cas dans les CFA, de faire une approche de l'enseignement de l'éducation physique et physique préventive et d'entretien, ce qu'on peut appeler le PEPE, ce qui devient une passerelle pertinente et une interface entre l'EPS et la PSE, et notamment par la PRAP, les préventions des risques liés à l'activité physique, qui est un module obligatoire dans nos CFA. C'est vraiment l'interdisciplinarité entre l'EPS, la PSE, mais aussi dans le domaine professionnel. Et c'est quelque chose qui est facile à mettre en place également. De ce fait, on développe la compétence pour le jeune dans la gestion de son effort physique, de son effort et du physique,
dans une utilisation de stratégies adaptées et sécurisées, ainsi que dans le développement d'une culture de prévention. La finalité reste quand même de faire de l'éducation physique, mais par une éducation à la santé, par la pratique d'activités physiques et sportives. Donc c'est aussi pour cela qu'il faut peut-être revoir notre pratique au CFA, et notamment de proposer, ça revient à ce que vous venez de dire, Monsieur Chevalier, c'est-à-dire le renforcement musculaire, la musculation, là, donc la CA5, c'est obligatoire, renforcer ou faire un zoom vraiment important sur le sport collectif, la course à pied que l'on a oublié, l'athlétisme, et puis les activités de pleine nature, parce que ça me paraît important aussi de développer cette pratique-là. Voilà, ça nous paraît important de le dire et de le rappeler. On travaille avec la PSE, en lien avec la PSE, et surtout pour le développement de l'apprenti de façon durable, parce que nous formons des adultes, des futurs citoyens, mais ils doivent continuer à être opérationnels tout au long de leur vie. Voilà, ça me paraît important, c'est grâce à l'EPS qu'on peut le faire dans nos CFA. Ce Chevalier, je vous laisse la main à nouveau. Merci pour ces précisions qui sont importantes. Alors justement, du coup, peut-être que dans quelques rappels sur le projet pédagogique. Alors c'est vrai que c'est un outil qui doit rester d'actualité, surtout dans ces temps de réforme. Quelques éléments clés du projet pédagogique qui doivent apparaître et qui vous permettront de réactualiser. Alors inutile de tout transformer dans ce que vous avez déjà mis en place, hein. Il va s'agir simplement de le réactualiser, de le remettre à jour. Il faut quand même partir du constat au départ sur l'analyse du contexte. Ça, c'est quand même important au départ de bien caractériser ses élèves, l'établissement, quel est le projet d'établissement, est-ce qu'il y a des enjeux, est-ce qu'il y a des objectifs précis, quelles sont la nature de nos élèves, quelles sont les installations à disposition, les ressources qu'on peut avoir à disposition. C'est vraiment important de balayer l'ensemble du contexte pour se faire une petite idée des possibles. Ensuite, il va falloir concevoir une programmation qui va être adaptée, diversifiée, plutôt équilibrée. On a abordé un certain nombre de contraintes, notamment en CAP, les 3 champs obligatoires, le champ 5 qui devient une obligation aussi. Donc là, il faut se poser à un moment donné, puis se dire qu'est-ce qu'on fait en première année, qu'est-ce qu'on fait en deuxième année, comment on organise les choses pour que ce soit le plus diversifié pour nos élèves, que ce soit bien équilibré sur les 2 années. Ensuite, là, c'est la nouveauté, c'est qu'il faut assurer finalement la construction des AFLP. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui doit être réfléchi dans le temps, sur la durée, sur l'agencement des différentes séquences pour permettre finalement l'acquisition de l'ensemble des 6 AFLP. En 5 programmés sur 2 séquences pour le bac pro, ça vous concerne moins, mais donc il va falloir travailler sur ces AFLP, décliner les AFLP, c'est-à-dire bien préciser, je l'avais évoqué tout à l'heure, mais si on fait du 800 mètres en première année et du 100 mètres en terminale, bien décliner les AFLP qui vont être travaillés sur la première année, les AFLP qui vont être travaillés sur la deuxième année pour qu'il y ait une cohérence sur ce champ 1 dans l'acquisition de ces AFLP. Il ne faut pas qu'il y ait des doublons d'une année sur l'autre, même si les 2 premiers sont l'aspect technique et moteur. Là, forcément, on travaille, mais on travaillera sur des supports différents, donc ça va évoluer naturellement. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment sur les 2 années de pouvoir travailler les 6 AFLP dans les champs qui vont être concernés. Concevoir des outils de suivi, là aussi, c'est vraiment important. Il faut que les élèves, encore une fois, j'insiste, puissent se situer à tout moment. À chaque fois si on est dans la leçon 3 de badminton, il faut que l'élève sache où il en est dans ses acquisitions et qu'est-ce qui va être travaillé et qu'est-ce qui lui reste à faire pour pouvoir avancer sur le 2e degré, 3e degré, 4e degré des AFLP. Il faut viser les AFLP. Donc, encore une fois, j'insiste sur l'idée que ça doit être clair pour les enseignants au départ, la progression doit être claire, et pour l'élève, finalement, elle doit être affichée, elle doit être dans les consignes, elle doit être distillée, divulguée au fur et à mesure pour que l'élève sache bien où il en est. Une attention particulière est précisée sur le savoir nager. C'est quelque chose qui est fondamental aussi pour les élèves à long terme pour qu'ils puissent accéder dans leur vie future à un certain nombre de pratiques. Et pour déjà leur sécurité, savoir nager, c'est important, savoir se sauver. Et ensuite, c'est pouvoir accéder à un certain nombre de pratiques physiques plus tard, éventuellement sur les activités nautiques. Définir les éléments constitutifs de l'évaluation continue. Donc là, c'est
essayer de bien préciser, mais je l'ai précisé juste avant, bien préciser à quel moment on va valider les compétences au fur et à mesure. Peut-être qu'il peut y avoir des moments où on fait une évaluation formative en disant aujourd'hui je vous évalue sur tel AFLP pour voir où vous en êtes, ça vous permettra de vous situer. Donc ça, c'est l'équipe qui décide à quel moment et comment elle organise son évaluation en continu. Alors, concevoir l'évaluation certificative, là, les référentiels de CAP ne sont pas encore sortis, ça ne saurait tarder. Ils sont en relecture dans les services de la DGESCO, donc ça peut être publié à tout moment. Donc, surveiller l'actualité, si je puis dire, sur le site du ministère pour savoir où on en est, mais l'idée, ça va être de respecter le cadre national qui va être produit et de l'adapter, parce que le cadre qui va être produit, ça va être un cadre par champ d'apprentissage. Il n'y aura pas de référentiel sur le 800 mètres, il n'y aura pas de référentiel sur le tournoi de badminton, sur le badminton. Mais ce sera à vous de construire. Dans le champ numéro 3, il y aura un référentiel, et il faudra l'adapter à la pratique que vous allez faire. Si vous avez choisi de faire de la musculation, il y aura un référentiel sur le champ 5. Il faudra l'adapter dans votre établissement à la musculation, au contexte de vos élèves. L'avantage de la certification, c'est qu'elle va permettre, rappelez-vous en introduction, on parlait du choix d'élèves qui permet finalement de bien s'insérer dans la vie active, d'être capable d'être responsable, d'assumer ses choix plus tard dans sa vie future. Ça s'éduque, ça se travaille et ça va se travailler aussi dans les séquences de PS en donnant plus de choix à un moment donné à nos élèves sur des possibilités. Donc, est-ce qu'aujourd'hui tu veux travailler sur tel aspect ou sur tel aspect? Est-ce que tu veux prendre tel ou tel rôle? Et à un moment donné, le choix va être responsabilisé puisque dans la certification, c'est l'élève même qui va choisir à la fois par exemple, le rôle qu'il va vouloir mettre, l'AFLP, donc s'il a choisi de mettre le poids de ses points sur les rôles sociaux, parce qu'il est bon arbitre en foot le week-end avec son club de foot, je caricature un petit peu, mais c'est l'idée, et ben il va pouvoir, et comme il aura bien travaillé en EPS, il va pouvoir mettre l'accent sur l'arbitrage. Et il va pouvoir choisir non seulement son rôle, mais choisir également le nombre de points qu'il lui va attribuer à cette partie-là, même si c'est cadré. On en reparlera un peu tout à l'heure. Même si c'est cadré, il y a le choix. Je suis désolé. Et il faut qu'on aille un peu plus vite parce qu'il nous reste 10 minutes à peu près. Et si on va avoir des questions avec les collègues, voilà. Je suis désolé. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Alors, ça, c'est un exemple de programmation qui peut être faite. Bon, ça, vous pourrez le voir si vous le voulez. On a juste rappelé en bas les contraintes qui sont les vôtres pour le CAP, pour le bac pro. Ça reste un exemple de programmation qui est possible de faire pour montrer le parcours possible de l'élève. On peut enchaîner sur la diapositive suivante. Là aussi, c'est juste un exemple de ce qui peut être produit dans un projet EPS. Bien rappeler qu'il y a des axes qui doivent être faits par rapport au projet d'établissement, au projet d'EPS, aux caractéristiques des élèves. Et c'est seulement après ça qu'on va pouvoir détailler. J'ai pris l'exemple du champ 3. J'ai donné un exemple de détail d'AFLP qu'on peut détailler en premier, deuxième, troisième et quatrième degré d'acquisition. C'est exactement ça que les formateurs EPS vont devoir mettre en place dans leur établissement. Donc là, il y a un travail de conception à faire. Hein. Il y a un travail de ça, tout est à créer. Donc, c'est vraiment un travail de conception important. Exactement. Il y a un gros travail au départ. Il faut se poser autour de la table avec les collègues et puis se positionner sur les AFLP. L'AFLP est donné au départ, mais c'est un AFLP de champ d'apprentissage. Il est assez général. Il faut le repréciser dans l'activité. Donc là, c'est un exemple en gym sur l'AFLP qui est se préparer pour présenter, etc., etc. Il faut le détailler en 4 degrés d'acquisition. Il faudra faire la même chose pour tous les AFLP. Là, il y a un travail à faire. Mais c'est ce qui est riche et qui donnera de la richesse. C'est d'autant plus facile de travailler en équipe. Et justement, voilà, c'est tout l'intérêt, ça va être de travailler en intelligence et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Sauf pour ceux qui sont tout seuls dans un établissement, mais peut-être se rapprocher avec d'autres collègues. Tout à fait. Là, c'est la limite de l'exercice, c'est que voilà, en étant seul, c'est plus difficile et je vous incite à travailler avec d'autres. Je pense que je pourrais programmer des réunions régionales, ça pourrait être intéressant. Ah, tout à fait. Et je pense que c'est même indispensable, vous avez tout à fait raison.
Sur la certification, voilà. Donc là, pour l'instant, le seul texte qui est sorti date de fin septembre. Il rappelle juste que l'EPS reste une unité générale obligatoire, qui a un coefficient 1. Les candidats vont passer leur épreuve en CCF ou en épreuve ponctuelle. Il doit y avoir des épreuves adaptées pour les inaptes partiels ou les porteurs de handicap. Ça, c'est le texte, donc le signal. Donc, ça nécessitera des adaptations si vous en avez. Il peut y avoir une épreuve de rattrapage, il n'y a pas de changement là-dessus, il faut un certificat médical comme avant. Et puis, il y a une spécificité sur les sportifs de haut niveau. Voilà, ils ont 2 épreuves à réaliser, dont une dans leur spécialité qui leur attribue forcément un 20 sur 20. Ça aussi, c'est quelque chose qui existait. Les publications des référentiels, je l'ai marqué en jaune, ne sont pas encore sorties, mais ne vont pas tarder. Ouais. Voilà. Alors, voilà, juste globalement, ce qui va sortir dans les jours à venir, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Vous aurez le principe d'évaluation de l'épreuve en haut, avec la situation qui permet d'évaluer l'élève. Il y aura 2 situations, une en fin de séquence, donc c'est le CCF, le jour J, et une partie de l'évaluation qui va se faire au fil de l'eau. Ce qui se fait en la situation d'évaluation numéro 1, c'est la fin de séquence. Il y aura 12 points qui seront attribués et qui vont être notés sur les 2 premiers AFL, sur l'aspect moteur et technique. 12 points là-dessus. Ça, vous serez guidé par le référentiel national. Il faudra simplement l'adapter à l'APSA que vous allez choisir. Sur la situation 2, il y a 8 points qui sont donnés. Ces 8 points doivent être donnés au fil de l'eau, c'est-à-dire que vous allez les évaluer petit à petit. Et à la fin, vous mettrez la note. Mais les élèves vont travailler dans la progressivité sur les AFL 3, 4, 5, 6. Même s'ils ne sont pas numérotés, ça vous permet de situer. Sur les modalités, il faudra retenir le meilleur, évidemment, le meilleur niveau acquis qui a été atteint. Et la nouveauté, c'est, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, les candidats vont devoir choisir sur 8 points, donc les 8 points de l'évaluation, quel poids ils vont mettre sur l'AFL qu'ils vont choisir. Ils peuvent mettre 2, 3, 4, 5, 6, 6 points par AFL. Donc il y en a 8 à répartir sur au moins 2 AFL. AFL. Okay, ça peut faire 6, d'accord. Voilà. Donc ça permet de donner le choix à l'élève, tout simplement. D'accord. Et alors, petite info importante en bas, il y a la commission, donc la CAHPN, Commission académique d'harmonisation et de proposition de notes, qui doivent valider les protocoles de 2021. Je rappelle que le CAP doit être validé, le nouveau CAP sera validé en 2021. Il faut que les protocoles arrivent dans les rectorats. Il faut vous rapprocher de vos rectorats pour connaître les périodes, mais ça doit être fait avant le mois de juin, certainement. Donc ça veut dire globalement que les collègues ont un gros travail à faire sur le projet, sur les AFLP à déterminer pour la rentrée. Voilà, avant la rentrée de septembre. Avant la rentrée de septembre. Il faut faire un travail en amont et il y aura des protocoles de validation des référentiels CAP à renvoyer pour vérifier qu'ils sont bien conformes à ce qui est attendu par les nouveaux textes. Ouais. Et ça doit être validé avant juin pour la plupart des rectorats. Alors, oui, c'est ça, vous vouliez te rappeler quelque chose pour finir? Voilà, je termine là-dessus, mais ce sera très rapide. Pour les futurs formateurs EPS, quand vous allez recruter des formateurs, il faudra se mettre à jour de l'attestation de sauvetage aquatique. Donc tous ceux qui sont déjà en poste, il n'y a pas de souci, vous avez déjà passé l'épreuve de sauvetage. C'est pour tous ceux qui arriveraient dans les établissements, il va falloir se mettre à jour de l'épreuve de sauvetage. Donc là encore, il faut se rapprocher des rectorats qui organisent à partir du 1er janvier. Chaque année, lors du premier trimestre, il y aura une épreuve de sauvetage qui sera organisée. Donc, faut pas la rater. Il y a une fois dans l'année. Hein. C'est une épreuve de rattrapage, puisque donc, ça se fait normalement dans les universités. Ceux qui sont en poste depuis des années ne sont pas concernés par cela. Pas du tout. C'est pour tous ceux qui y arriveraient. Bon, c'est pour ça que ça vous concerne peut-être un peu moins, mais c'était pour information. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'on a terminé? Je sais plus. Ça, oui, alors, je pense que là, c'était les ressources.
quelques ressources, voilà, qui sont intéressantes à aller chercher. J'ai mis des liens interactifs avec des liens hypertextes, donc vous pouvez directement cliquer sur les liens quand vous aurez le diaporama. Voilà, ça vous donne un certain nombre de ressources que j'ai utilisées. Il y a notamment les ressources CAP. Vous avez 10 fiches à consulter qui vous permettent de voir comment on peut travailler sur des modalités de pratique un peu originales, un peu différentes. Voilà. Après, vous irez jeter un œil sur l'ensemble des ressources si vous le souhaitez. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je vous remercie beaucoup de votre disponibilité déjà. J'ai quelques questions à vous soumettre. Peut-être, je suis en train de revoir ça, si ça fonctionne. Alors, il y a des questions, est-ce que vous les voyez? Tac, tac, tac. Est-il possible d'évaluer sur une seule APSA pour les dispenser? Alors, la CA5 par exemple. Est-ce qu'on peut les évaluer sur une seule? Alors, il faut que ce soit justifié par un certificat médical, oui. Il faut que le certificat médical, comme avant, couvre. Il faut que ce soit justifié en fait. Il faut donner la possibilité à l'élève d'avoir une session de rattrapage. Et si après la session de rattrapage est couverte également par un certificat médical, eh bien, on peut être justifié. Alors, dans certaines académies, on cherche aussi à argumenter. Si par exemple le niveau de l'élève finalement sur toute l'année, il a été plutôt sur des 12 et 13 en fonction des activités, et que le jour du CAP, il arrive sur une activité forte où il a 18, il faut peser le pour et le contre, et il faut argumenter peut-être que le niveau finalement il correspond pas à ce qu'a fait l'élève tout au long du cursus, et si volontairement il se met en arrêt ou il trouve un certificat médical sur une activité sur laquelle il serait un peu faible et qui aurait descendu sa note, si on voit que c'est une stratégie voilà, qui est malsaine finalement, il faudrait que l'enseignant puisse argumenter sa note et puis puisse dire j'accepte la note ou je la prends pas finalement. Et ça, dans certains rectorats, ça se discute cette note-là. Hein. Vous avez parlé de rattrapage. Il est important également de rappeler que nous devons tous proposer des séances de rattrapage, enfin des séquences de rattrapage pour les gens qui seraient absents, qui seraient malades ou dispensés. On est bien d'accord. C'est dans le protocole remis à rectorat. C'est la loi. Hein. Après, il peut y avoir des recours si vous n'avez pas proposé, si vous n'avez pas communiqué là-dessus. Il faut que l'élève puisse avoir le droit de se rattraper à un moment ou à un autre. Oui. Ok, très bien. Après, j'ai pas forcément de questions, c'est juste des remarques de collègues. Bien sûr, on est lié aussi aux installations et aux disponibilités des créneaux, etc. Notamment pour la piscine. J'ai une collègue qui nous dit, et si on peut pas emmener les apprentis à la piscine, on peut pas leur apprendre à nager. Enfin, bien évidemment, on le sait ça. Oui, bon, ça après. Alors, l'avantage du texte, c'est que ça vous donne du poids entre guillemets. Il faut envisager aussi le savoir nager ou la piscine, comme on l'a évoqué, hein, avec des stages massés. Peut-être que c'est compliqué toute l'année d'avoir une piscine, mais peut-être qu'à un moment donné, en fin d'année, on peut organiser une sortie avec le car où on va, ou je sais pas moi, de manière perlée sur une semaine, tous les matins, on est à la piscine, l'après-midi, on fait un stage de pleine nature. Je sais pas dans quelle mesure, mais ça, c'est des choses qui peuvent être réfléchies par les équipes, même si dans l'absolu, au quotidien, c'est compliqué. Peut-être que sur un temps fort dans l'année, on peut organiser quelque chose de cet ordre-là. Là, ça me permet de rebondir sur un des collègues qui a fait une remarque, notamment les difficultés de toutes ces progressions à nos cycles d'apprentissage, notamment avec 2 semaines en entreprise et 1 semaine au CFA. Donc pour nous, c'est assez compliqué de mettre en place des semaines banalisées, par exemple pour aller à la piscine ou pour faire un stage d'escalade. Vous comprenez bien la difficulté. Bon, après, c'est du contexte, effectivement. Hein, Voilà. Quand il y a des contraintes aussi lourdes. Je crois qu'il y a des questions qui arrivent. Alors, difficile à adapter. Comment faire comprendre à nos directions des CFA l'importance des cours de PS? Voilà, moi j'aurais tendance à répondre, c'est mon collègue, Gaël. Bonjour Gaël. Peut-être repartir sur les chiffres que vous avez donnés. 10%, 10% du temps de formation est alloué à l'EPS. Ça, c'est obligatoire. C'est la loi qui le dit, c'est le texte qui fait foi. Donc, c'est un argument de poids. Après, il faut travailler sur l'argumentation, sur la santé, le fait de pouvoir travailler à long terme, de
donner des bonnes habitudes, de travailler sur la notion de plaisir, de motivation. Et puis, des gens qui sont bien dans leur corps, sont bien dans leur tête, sont peut-être aussi après plus à même de travailler dans de bonnes conditions, de pouvoir s'insérer plus facilement dans la vie active. Voilà, c'est une argumentation qui peut peser dans la balance. Ben voilà, une autre question sur les nouveaux textes avec 50 heures de pratique sur les 2 années de formation pour nos CAP minimum. Comment respecter ces nouveaux textes? Ben, vous venez de répondre. Voilà, vous venez de On revient répondre. sur les 10%. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut viser. Après, on a dit aussi que dans l'absolu, si vraiment c'était pas envisageable, il fallait minimum, je crois qu'on avait affiché 36 heures, 36 heures par an. Ouais. C'est le strict minimum, on peut pas faire moins. Oui, j'ai un autre collègue qui pense enfin qui pense, à juste titre, hein, qu'on a tendance à croire que les séances de PS servent à remplir les trous dans les emplois du temps de certains, voilà. Et il faut donner aussi l'importance que le PS doit avoir, notamment sur l'aspect préventif peut-être et comme je disais, au service du développement durable de l'individu, peut-être que c'est important que les directions comprennent enfin cela. Et l'éducation nationale pourrait nous aider peut-être, je sais pas, c'est une question, c'est une interrogation que je vous pose. Voilà. Parce que le PS, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est encore le parent pauvre. Voilà. Oui, oui. C'est compliqué. Je sais que c'est pas toujours évident. Il y a des directions qui sont très à même et très ouvertes sur ce sujet, et puis d'autres peut-être un peu moins. Il faut vraiment, voilà, faut éviter le papillonnage, éviter une heure par-ci, une heure par-là, essayer d'avoir des temps longs, des temps où voilà, qui sont conséquents, où on a nos élèves face à nous pendant au moins 2 heures et demie, et voilà, ça permet d'avancer avec eux et de les construire, de les former. Hein. Voilà. Ben, j'ai un collègue aussi qui avait l'air d'être concerné. Confirmation de la non-obligation de repasser l'attestation de sauvetage en milieu aquatique pour les formateurs de PS en poste. Vous confirmez bien cela? Oui, oui, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est pour tous ceux qui arrivent dans le métier et qui vont être recrutés à partir de 2020. D'accord, ok, très bien. Bon, je pense que nous sommes arrivés au temps qui nous était alloué, donc je voulais vous remercier, je voulais remercier tous les participants. Merci de vos questions, merci de vous être inscrits à ce webinaire. Monsieur Chevalier, ben, je vous remercie de votre participation. Et puis à bientôt. Pour les collègues, vous pourrez voir le webinaire sur Transform BTP d'ici quelques temps, il sera mis en ligne. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier tous. Je vous ai suivi, désolé pour ces contraintes de dernière minute, mais voilà, ravi d'être avec vous. Merci, Monsieur Chevalier, et puis nous à la semaine prochaine a priori. Merci, au revoir, bonne journée à vous tous.